Merci à tous les trois. Pour commencer, je propose plus simplement que l'on l'évoque, en fait, de vous laisser une minute chacun vous présenter rapidement avant qu'on attaque directement le sujet de notre table ronde. Je vais commencer. Bonjour, je suis Sébastien Galdic, je suis en charge de l'exploitation d'un data center dans l'est de la France, du côté de Metz. Et puis, je m'occupe de toute la partie technique opérationnelle, donc la supervision, l'exploitation, l'optimisation également des ressources. Et toute cette économie circulaire et la mise en place de ces moyens dans ce data center qui a été, en tout cas dès sa conception, très implanté sur la mise en place de moyens pour limiter notre impact en tant que centre de données informatiques. Bonjour, donc José Guignard, moi je suis adjoint délégué à marché d'affaires de France pour GRDF, Gazozo Distribution de France. Alors nous sommes très impliqués dans la transition énergétique par la mise en œuvre de la méthanisation en France. Le biométhane devient une énergie renouvelable de plus en plus plébiscitée par l'ensemble des acteurs, que ce soit les ménages ou les acteurs tertiaires et industriels. Et je contribue à développer le développement de cette énergie renouvelable pour le compte de tout le marché d'affaires, notamment en Île-de-France. Ok, donc bonjour à tous, donc, je suis Georges Fouille, docteur en informatique, je suis responsable de l'innovation responsable chez Apple Data Center. Donc Apple Data Center, qui est un cabinet d'ingénierie en construction, d'exploitation et de data center. Et donc Apple aussi un acteur vraiment engagé dans la démarche du numérique responsable depuis près de 10 ans. Et donc on intervient aussi au niveau de l'AGIT. Donc on est au poste de secrétariat de l'AGIT. Je vais prendre un micro parce qu'on dit que c'est mieux d'être merci à tous de vous être présentés. Alors on a choisi un titre assez ambitieux, le data center, on le dit, la transition écologique. Alors moi je voulais un petit peu préciser le contexte parce que qu'est-ce que c'est qu'un data center et pourquoi on parle de ça? Parce que quelquefois on voit le data center comme un peu le mouton noir de l'informatique. C'est vrai qu'on se dit c'est un gros bâtiment, un truc pour donner un ordre de grandeur, un data center de 10 000 m², ça consomme autant qu'une ville de 40 000 habitants. Là, il y a quelques data centers en ce moment qui sont en train de se construire, qui sont des mastodontes énergétiques, donc on est dans le bout, c'est pas bien, c'est un gros truc qui consomme beaucoup. Voilà. Le data center, c'est l'objet physique qui héberge les services numériques, et qui va essayer de les héberger de manière extrêmement disponible, c'est la priorité. Pourquoi disponible? Parce qu'on veut tous que nos mails qu'on envoie, ils arrivent dans la minute d'après, 300 milliards de mails qu'on envoie à chacun. On veut tous que la vidéo, la téléphonie, tout ça, ça fonctionne tout le temps, on accepte tout le temps. Donc on veut, nous voulons collectivement des services hyper disponibles. Pour avoir ça, il faut que ce soit dans des data centers. Voilà, donc s'il y a des data centers, c'est parce qu'on a des services à héberger dedans. Et accessoirement, je dis casser une petite idée reçue, parce que là je vais les mettre dans le cloud, dans le nuage, c'est bien, c'est super, c'est magique. Le cloud, c'est dans des data centers qui sont des bâtiments physiques qui sont à côté d'ici, enfin plutôt au Aubervilliers pour beaucoup, en région parisienne, mais enfin, il y en a un petit peu partout. Voilà, donc rappelons-nous effectivement ce qu'est cet objet de cibler le data center comme étant le mouton noir du sujet. Et donc là, on a des personnes qui sont là qui vont nous montrer comment faire mieux dans le data center, donc sur tous les sujets qui le concernent, donc que ce soit la phase de conception, de construction du data center, donc là, Jean connaît particulièrement le sujet au sein d'APL, mais il y a aussi comment on l'alimente en énergie, parce qu'évidemment ça consomme beaucoup, et donc là-dessus José nous donnera un éclairage avec des solutions alternatives innovantes qui sont intéressantes à considérer pour faire évoluer ce modèle, et puis des cas concrets d'usage avec un nouveau data center, avec des questions, y compris sur ce qu'on peut faire au niveau des clients. Donc, pour commencer, ce que je propose, c'est que Georges, tu nous parles un petit peu de l'état du marché français du data center, comment il évolue par rapport aux data centers existants, aux nouveaux data centers, aux hyperscalers, les gros data centers des GAFA qui sont en construction ou existants, les besoins clients, enfin voilà, où on en est du marché du data center en 2022. Effectivement, c'est une bonne question.
Donc sans transition par rapport à ce que tu as dit, les besoins, en tout cas des data centers, se multiplient au travers des nouveaux usages. Donc c'est nos usages qui font le bien fondé des data centers. Et selon une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps du Gartner, le taux moyen de progression du data center, c'est de l'ordre de 13% dans le monde. À l'échelle de la France, on constate les mêmes demandeurs. On a entre 8 et 12% de progression de mètres carrés de surface du data center en France. Et on voit que, effectivement, la France est une terre qui intéresse beaucoup, notamment les hyperscalers et les GAFAM, parce que dernièrement, il y a Google, par exemple, pour ne pas les citer, qui a décidé d'ouvrir une région cloud en France. Donc ça veut dire que le marché ou les spécificités du territoire français font que ça intéresse pas mal d'acteurs. Et on voit qu'il y a aussi un grand hébergeur qui est en train de concevoir le plus grand data center de France. À l'heure actuelle, il y a 66 000 mètres carrés. Donc on voit qu'effectivement, il y a des besoins qui se concentrent. Et il y a aussi des besoins même au niveau des territoires. Parce qu'avec la digitalisation, avec les besoins des services de proximité, donc on voit que les besoins aussi de ces data centers plutôt régionaux sont en train de se faire sentir également. Et le constat qu'on a, c'est que c'est vrai qu'il y a les gros mastodontes qui se font, donc les data centers de colocation, mais aussi les data centers d'entreprise, les collectivités qui sont en train de... Voilà, les besoins sont importants. Et donc, face à cela aussi, on voit que les enjeux, comme tu as dit, les enjeux liés aux nouvelles responsables sont de plus en plus forts, sont de plus en plus portés par les territoires, portés par les organisations. Notamment lorsqu'on veut concevoir des data centers de région ou pour le service public, on voit que là encore, les questions sont que les data centers puissent réellement se fondre dans l'environnement, puissent être vecteurs d'emploi, donc création de la richesse et d'un vivier d'emploi négligeable. Et on voit que aussi ces collectivités-là ont tendance à imposer à ce que les bâtiments qui vont être construits puissent être faits de manière la plus simple possible. Donc, par exemple, en utilisant des matériaux biosourcés, en utilisant du bois ou du chanvre. Et donc on voit que ces problématiques-là ressortent beaucoup plus dans les nouveaux projets des data centers que concevons. Et donc c'est vous dire que le marché est très porteur et il y a pas mal d'initiatives qui font que les besoins se multiplient. Donc la création des data centers est aussi suit cette croissance-là. Avec aussi des rénovations de data centers existants, je présume. Oui, pas mal d'acteurs aussi, notamment du cloud, donc, qui utilisent les bâtiments existants. C'est-à-dire, au lieu de construire des terres de bâtiments beaux, donc il y a des entrepôts qui sont les salles abandons, des anciennes usines qui sont réutilisées à des fins, bien sûr, des data centers. Donc, bien sûr, il faut adapter ces bâtiments pour pouvoir transporter l'infrastructure réseau, l'infrastructure technique. Donc, ça modulo quelques travaux. Mais on voit que c'est aussi un levier important donc de la réaffectation des bâtiments, de la réutilisation des bâtiments. Donc, c'est aussi un des leviers qu'on peut voir dans les data centers qu'on peut concevoir, qu'on peut aider à concevoir au sein de l'APL. Alors, une fois qu'on a construit un beau data center le plus efficient possible, moi je préfère dire ça plutôt que éco-efficient ou qu'une data center, parce que la question c'est de le faire mieux, le mieux possible. Il faut l'alimenter électriquement, donc traditionnellement on branche sur le réseau EDF et puis voilà, et puis on met des groupes électrogènes derrière pour le secours, hein, parce qu'il n'y a pas qu'il y a un engagement de service derrière qui fait que l'hébergeur s'engage à une disponibilité 99,29 après la virgule. Voilà. Et pour faire ça, il doit considérer une éventuelle coupure EDF. On en reparlera après au cas où ce soit un sujet. Mais pour l'alimenter, aujourd'hui, il y a des solutions alternatives, notamment la trigénération. Donc, José, quels sont les atouts du modèle de trigénération pour le data center, mais notamment pour le data center en France? Alors, en fait, si je peux reprendre des chiffres qui ont été émis par Georges, on voit que le marché des data centers est supporté par une progression forte de 10%. Ça veut dire que
l'énergie est une donnée, une denrée rare, qui devient de plus en plus rare et qui va être de plus en plus sollicitée dans un contexte de plus en plus tendu d'un point de vue économique et d'un point de vue politique. Ça veut dire qu'on doit faire appel à l'ensemble des énergies renouvelables disponibles. L'électricité, on produit une grosse partie en France, avec l'éolien et le solaire, mais aujourd'hui, le gaz, par notre infrastructure, par celle que je représente aujourd'hui, pour GRDF, est aussi un vecteur de production d'énergie renouvelable. Donc c'est une source qui est disponible dans l'ensemble des activités, qu'elles soient résidentielles ou industrielles, et cette source se développe de plus en plus sur le territoire national. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner l'importance du développement de ce gisement d'énergie renouvelable. Le biométhane, pour le citer, représente aujourd'hui 3% de la consommation finale en France. On parle de 8,5 TWh de biométhane injecté dans le réseau GRDF. Et GRDGaz, parce qu'en fait, nous sommes les équivalents d'RTE et l'EDIS dans le modèle de fonctionnement. Ça veut dire que ces 8,5 TWh commencent à peser énormément. Est-ce que vous saviez que, par exemple, les data centers en France, aujourd'hui, consomment environ 13 TWh d'électricité? Vous voyez qu'on commence déjà à s'approcher de ce chiffre, avec un gisement d'énergie renouvelable qui est très jeune, parce qu'en très peu de temps, en moins de 10 ans, on a réussi à faire émerger plus de 500 sites qui injectent du gaz dans nos réseaux. Et tout à l'heure, Lepage évoquait le terme souveraineté. Nous, on est vraiment convaincus de contribuer au développement de la souveraineté du gaz renouvelable en France. Et la DONE, d'ailleurs, a émis un rapport en 2020 qui émettait le fait qu'en 2050, on sera capable de distribuer du gaz renouvelable à l'ensemble de nos clients en France. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est capable de traiter les déchets, de les recycler, de créer de l'énergie renouvelable et de devenir indépendant sur cette production énergétique. Donc ça, c'est fort. Je disais juste 13 TWh, ça représente quoi sur l'ensemble de la consommation? Alors 13 TWh, c'est 3% de la consommation finale électrique en France. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'on est déjà sur des dimensions qui, on entend souvent 3% d'émissions de CO2, 8% de consommation finale en France. Donc 8%, c'est un élément très important. Ça veut dire que le réseau de gaz peut demain contribuer en complément du réseau électrique, à pouvoir faire face aux besoins du numérique qui seront inévitablement en progression parce qu'on est tous tributaires et dépendants du numérique. Alors, dans ce cadre-là, évidemment, on a souhaité innover en proposant sur le marché des data centers la solution de trigénération qui peut venir en complément de la solution électrique parce que je n'opposerai jamais le gaz renouvelable à l'électricité renouvelable. Au contraire, je pense que la force de notre système en France, de nos réseaux de distribution, c'est cette complémentarité qui peut apporter de vrais leviers environnementaux pour des électro-intensifs, qu'on vous appelle tel quel dans notre jargon technique, mais pour justement limiter leur impact de carbone dans le cadre de leur fonctionnement. Ça veut dire que demain, en fusionnant des installations de trigénération qui fonctionnent avec du gaz renouvelable et des solutions électriques, on arrivera à faire des solutions décarbonées et très efficaces. Parce qu'il y a un autre modèle qui commence à se déformer, c'est la flexibilité et la disponibilité des énergies. Vous avez compris qu'avec ce contexte géopolitique aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, eh bien, les énergies risquent de manquer cet hiver. Quand je dis les énergies, l'électricité, peut-être le gaz. Donc ça veut dire que ces deux énergies doivent se soutenir, et elles peuvent se soutenir par leur décarbonation et répondre aux besoins de ces activités numériques qui consomment énormément et de plus en plus d'énergie. Peut-être juste au cas où tu connais toi le sujet par cœur, mais peut-être qu'on peut un peu moins, expliquer juste en deux mots ce que c'est que la trigénération, comment on fabrique ce gaz. Parce que le renouvelable, des fois on a tendance à le mettre un peu à toutes les sauces, et là je pense que c'est important de préciser. Oui, tout à fait. Oui, j'allais y venir, mais merci Tristan de le rappeler. Oui. Une trigénération, en fait, c'est un système de production décentralisée d'énergie. Alors j'ai bien d'énergie parce qu'on produit en simultané trois énergies différentes. À partir de moteurs, de piles à combustible ou de turbines qui peuvent fonctionner avec du gaz renouvelable, parce que le marché du gaz renouvelable est quelque chose de concret maintenant sur le marché européen et le marché français. Et bien en faisant fonctionner ces machines, on fabrique de l'électricité, on produit de l'électricité sur site. Donc on répond vraiment aux besoins du data center. Et comme ces systèmes produisent de la chaleur dont le data center n'a pas besoin, et bien cette chaleur, on peut la transformer sans énergie
avec des machines à torsion en froid. Autrement dit, les machines à torsion, il faut savoir qu'il y a 150 ans en arrière, sans énergie électrique, on savait produire du froid à partir d'une source chaude. Donc, on invente pas le système, mais donc on répond aux besoins des data centers. Et on se rend compte rapidement qu'en faisant ça, eh bien, on peut arriver à produire, avec des trigénérations, l'énergie pour un data center. Et ces solutions existent déjà chez nos voisins européens et dans le monde entier. La France était très dépendante par rapport au nucléaire, et c'est vrai que, comme tu disais, Tristan, en introduction, le data center, il avait souvent, de façon culturelle, tendance à se raccorder directement sur le réseau électrique, hein, ce qui paraît très simple, avec quelques groupes électrogènes et des groupes froids, parce qu'il ne faut pas les négliger. Dans notre cas, on ne va pas mettre d'énergie supplémentaire à la production de froid. C'est ce qui fait qu'on peut être en très bonne synergie avec le réseau électrique si on arrive à mobiliser ces deux technologies pour un même projet. Donc on y va de plus en plus, et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis déjà sollicité par des porteurs de projets pour challenger les solutions classiques. Et je pense que nos partenaires bureaux d'études nous aideront aussi à l'avenir pour étudier justement ces cas et faire en sorte que ces data centers soient le moins pollueurs possible. Donc effectivement, donc, il y a un sujet de décarbonation avec ce type d'énergie, de souveraineté aussi, parce qu'on produit localement. Parler de la capacité en France, c'est un sujet. Et sous l'angle économique, parce que dans le data center traditionnel alimenté à l'électricité, les augmentations prévisionnelles qui sont annoncées par les hébergeurs vont entre 200 et 400%. Je ne me trompe pas sur les chiffres, hein, c'est bien entre 200 et 400%, vu d'aujourd'hui. Dire qu'il y a encore. Donc, comment ça se positionne économiquement, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi un sujet, la rentabilité du modèle, les perspectives sur le long terme par rapport à ça. Oui, c'est clair. En effet, on a vu les prix d'énergie flamber. Alors, ce n'est pas seulement la guerre en Ukraine qui a contribué au départ, c'est la reprise d'activité économique de post-Covid. Il faut l'avoir en tête. Hein, et ça a malheureusement engagé une problématique entre l'offre et la demande, aussi bien l'électricité qu'en gaz. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a toujours eu un facteur 3 différenciant le prix de l'électricité et du gaz. Autrement dit, le gaz s'est toujours trouvé 3 fois moins cher que l'électricité, ce qui permet d'ailleurs de valoriser un coefficient qui est celui de la cogénération, parce qu'en France, on a beaucoup d'outils de cogénération qui ont d'ailleurs été fortement plébiscités par Enedis pour soutenir le réseau électrique. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces cogénérations fonctionnent de plus en plus avec du gaz renouvelable. Donc pour revenir au prix, il y a eu cette tension sur le marché. Les prix spot ont flambé, on a vu le prix du mégawattheure gaz passer de 50 à 300 euros, grosso modo, et l'électricité qui est passée à presque 1000 euros à des moments donnés. Donc on voit qu'il y a eu une tension forte, j'ai des clients qui nous ont un peu au secours. Alors je vous rappelle quand même que je suis distributeur d'énergie, je ne suis pas fournisseur. Donc je ne vais pas m'initier à vous donner des prix précis. Par contre, les tendances du marché font qu'il y a eu énormément de contraintes, et notre intérêt d'hybrider des solutions entre le gaz renouvelable et l'électricité renouvelable, c'est de pouvoir par la suite arbitrer ces choix d'énergie en fonction de leur prix, en fonction de leur niveau de CO2 et en fonction de leur disponibilité. Et on voit bien que cet outil, qui est aujourd'hui à notre portée, il pourrait aider notre système énergétique à s'équilibrer et être le plus flexible possible pour le compte de tous les utilisateurs. Donc vous voyez qu'on a quand même d'autres opportunités possibles pour justement apporter des solutions de décarbonation, d'économie à l'ensemble des acteurs de la filière du numérique et de l'ensemble des filières en fait. Alors, on parlait donc de la disponibilité donc, électrique au gaz, qui est un sujet, et dans le contexte actuel, on évoque des difficultés, on va dire, pour cet hiver. Difficultés qui peuvent aller de l'effacement demandé à la coupure. Donc on s'interroge sur le fait de dire est-ce que les data centers, au même titre qu'on parle de couper certaines industries, peut-être les particuliers, même si on dit que les particuliers, on sera le dernier avant d'être coupé, mais est-ce que les data centers, est-ce que vous avez connaissance de data centers, de messages passés pour des data centers pour leur demander de s'effacer volontairement ou pas? Alors c'est important parce que s'ils s'effacent, ça veut dire qu'ils vont éliminer les groupes électrogènes, il ne faut pas se leurrer. Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué? Alors je ne sais pas si Sébastien, c'est quelque chose qui a été évoqué pour vous, je ne sais pas si vous, Georges, qui souhaite répondre à cette question de l'éventuel effacement des data centers.
la filière, au travers d'ailleurs de France Data Center, a pris c'est le problème très tôt dans l'année pour commencer à échanger avec le gouvernement sur le sujet, puisque nous avons tous des moyens de secours en propre qui sont déjà installés et viables. Donc forcément, on a proposé de pouvoir, soit en cas de délestage, soit en amont, de pouvoir s'y passer sans aucun souci. On est en train tous de mettre ça en place avec RTE, qui a commencé à contacter tous les centres il y a à peu près un mois et demi, 2 mois. Maintenant, comme l'analyse actuelle est faite mois après mois, pour l'instant, on ne sait pas encore à quel moment on va mettre en place tous ces moyens, mais de toute façon, par défaut, les data centers sont équipés pour pouvoir s'effacer sur aucun souci du réseau, puisqu'on doit pouvoir supporter notre propre consommation en cas de panne du fournisseur. Pareil, je suis toujours très curieux. Il n'y a pas un niveau de granularité plus précis que d'effacer un data center parce que, en termes de service, parce que autant les données médicales, c'est pas très important, mais s'il n'y a plus YouPorn cet hiver, c'est compliqué quand même. Ce sera d'autant plus compliqué que ça représente 30% de la bande passante Internet française. Néanmoins, en fait, la procédure de dépassement ou de délestage est faite directement au niveau du poste de livraison de tension par l'opérateur. Donc globalement, c'est soit on coupe tout le site, soit on ne coupe pas. C'est plus simple pour eux pour s'organiser de cette façon. Actuellement, les délais de prévenance, c'est 24 heures. Donc le but, c'est de s'organiser pour cet hiver, si jamais il y a vraiment des grosses tensions, c'est sur le parc. Même si pour le coup, le parc nucléaire devrait revenir à un meilleur niveau. Moi, je viens de Moselle, on a des centrales de Catop qui sont en maintenance depuis déjà 6 mois. Et donc, c'est ça qui a fait aussi qu'au niveau du parc, il y a des tensions électriques au niveau national. Mais au fur et à mesure, on devrait quand même revenir à un meilleur niveau. En tout cas, c'est ce qui est prévu par RT. Voilà. Et Métis. Ouais, effectivement, pour compléter ce que Sébastien vient de dire, la filière aussi veut contribuer à l'effort de sobriété énergétique insufflé par le gouvernement. Donc, par exemple, la filière s'est engagée, je crois que les acteurs sont engagés aussi à dire que en cas de tension électrique, donc pour que l'ensemble des services puissent bénéficier, s'engager peut-être à faire tourner les applications ou des workloads sur les générateurs en début de soirée, par exemple. Donc, pour contribuer un peu à cet effort commun que le gouvernement a insufflé. Et cela aussi passe par l'approvisionnement, bien sûr, en fuel. Donc la filière aussi veut encore monter ce là au niveau du gouvernement pour dire que les data centers, bien sûr qu'il y a des data centers qui sont reconnus comme OIV, donc infrastructure d'importance vitale. Donc les data centers, certains data centers sont reconnus comme OIV, mais il serait intéressant que donc la filière ou que le data center puisse être considéré comme OIV pour qu'en cas de rupture, on puisse les alimenter en premier. Voilà. Peut-être que ceux qui hébergent le métaverse n'ont peut-être pas forcément vocation à être OIV, mais bon, ça c'est un point de vue un peu personnel. Ouais. Bien sûr, quand je dis OIV, c'est effectivement tout ce qui est service vital pour la communauté. Et puis un dernier point sur la production d'énergie en France. Cet hiver, par exemple, on fait partie aussi du programme de plan d'urgence gaz. Autrement dit, on va devoir soutenir l'Allemagne certainement en approvisionnement gaz cet hiver. Et on va soutenir le réseau électrique d'EDF par la production d'électricité. Ça veut dire que notre réseau offre une résilience très forte, et ça c'est souvent négligé. Mais ça veut dire qu'on peut aider, en fait, on va soutenir le réseau. Et je vous le disais tout à l'heure, quand on parle de solutions décentralisées, on a l'avantage par ce système-là d'exploiter au maximum l'énergie utile, disponible. Et ça, c'est important de le considérer dans les études notamment. On est sur une efficacité qui est réputée concrète, parce qu'on parle de la consommation sur l'énergie primaire, de l'énergie, et en énergie primaire, on consomme beaucoup moins d'énergie quand on l'utilise sur site, aux besoins adaptés sur site. Et ça, c'est une dimension qui est très importante, parce que quand on va faire tourner des turbines de gaz pour faire l'électricité, les rendements sont minables, ils sont 33, 40%, alors que quand j'utilise un moteur gaz ou une turbine gaz sur un data center, j'en utilise 95%. Vous voyez un peu le delta. Donc c'est pour ça que l'efficacité énergétique est aussi une des mesures de sobriété énergétique
qui peut être mise en place, que ce soit sur du gaz naturel ou du gaz renouvelable. Ça veut dire que les deux énergies électriques et gaz doivent absolument se soutenir pour apporter le maximum de confort et surtout d'écologie au système, parce que c'est possible. Et sinon, Sébastien, est-ce que vous pouvez nous faire part d'un retour d'expérience sur le data center que vous venez de construire? Qu'est-ce qu'il a d'innovant en termes de services, d'outils de mesure, d'éléments de construction ou d'impact sur la façon d'influencer positivement les utilisateurs? Parce qu'on parle de réduire, c'est demander d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que vos clients consomment moins. C'est pas pour que les éteindre leur machine ou faire en sorte que les applications tournent le matin ou le soir. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire comme la question est vaste, peut-être que je l'ai dit là. Alors, c'est déjà, nous sommes un acteur de colocation, comme beaucoup de data centres dans la filière. Donc, nous n'avons pas qu'un seul client au sein du site. Et donc, avec cette multitude de clients, le but, c'est bien entendu de travailler en mode projet avec eux, en amont, pour essayer d'optimiser à chaque fois le matériel mis en place, mais également les consommations. Quand on parle d'éco-conception de site, c'est des gens qui ne sont pas seuls. On fait avec du bureau d'études, comme APR, les ressources et les moyens pour pouvoir déjà construire en local, d'essayer d'optimiser sa structure, parce qu'on est sur une nouvelle construction, pour aller chercher l'efficience énergétique et un certain rendement. Et donc derrière, l'avantage de le travailler dès la feuille blanche, c'est de pouvoir aller chercher la technologie la plus efficiente pour le site et pour la région aussi. Puisque en fonction du design du data center et également de son implantation géographique, les moyens de refroidissement et les impacts peuvent être totalement différents. Nous, pour le coup, dès le début, on a imposé une analyse de cycle de vie à l'intégralité des entreprises depuis la première pierre. Donc le but, c'était vraiment de regarder notre impact, que ce soit carbone, eau ou énergétique, dès la phase de construction, pour essayer d'implémenter et c'est surtout de piloter notre impact de construction. Mais une fois que c'est fait, on met en place tous les moyens de pilotage et l'urbanisation pour aller regarder comment optimiser le rendement des salles informatiques. Donc ça passe par des systèmes de refroidissement. Alors il y a différentes technologies. Donc pour le coup, on était parti sur du free cooling à des temps directs. Donc on est directement sur un système d'aspiration d'air où on va venir réinjecter l'air frais extérieur directement dans les salles. L'avantage, c'est quand même jusqu'à 24 degrés extérieurs, on a peu d'impact électrique pour refroidir les salles informatiques. Et pour ceux qui viennent souvent dans le Grand Est, vous savez que les 24 degrés, on n'y passe quand même pas tous les jours, donc c'est une très bonne chose. On récupère également l'eau de pluie de toute notre toiture pour pouvoir se servir de cette récupération d'eau pour nos moyens propres, que ce soit extinction, incendie, mais également nos eaux internes. Recyclage de chaleur fatale, alors c'est un grand sujet dans le monde du data center et tout le monde essaie de trouver une solution efficiente. Pour l'instant, au vu de la chaleur dégagée par le site, il n'y a pas de raison commune de s'interconnecter sur le réseau de chauffage de la communauté urbaine, mais néanmoins, sur l'implantation de data center, c'est forcément quelque chose en 2022 que tout le monde prend en compte pour pouvoir réutiliser toute cette chaleur fatale. Mais à défaut, on chauffe au moins nos bureaux avec, et c'est déjà une bonne chose. Production d'énergie renouvelable. Comme tout site industriel, on a la chance d'avoir des ventes de toitures, et comme beaucoup ces opérateurs de data center, on les a recouverts de panneaux photovoltaïques, ce qui nous permet quand même globalement de générer un peu plus de 110 MWh par an, ce qui est toujours ça d'économiser sur le réseau. Donc voilà un petit peu pour les moyens pour un data center de nouvelle génération. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur l'amélioration continue. Dès le début, on a été chercher les standards ISO en 14001 pour le management environnemental et 50001 pour le management de l'énergie, parce que ça n'a pas de sens de mettre un bâtiment électro-intensif et de ne pas piloter sa consommation. Du coup, ce qui est important, c'est d'aller chercher des indicateurs d'énergie, mais également eau ou carbone, et d'aller chercher vraiment une optimisation, c'est-à-dire que un client
Et n'importe quelle société d'ailleurs qui a des moyens informatiques IT en France va héberger quelque part ces données. Mais ces données, ce qui est important, c'est de ne pas optimiser, enfin en tout cas, c'est de ne pas chercher le refroidissement optimal. Puisque beaucoup de centres et des centres vieillissants ont tendance à surrefroidir les salles, 18, 20 degrés, là où la filière commence à s'engager pour essayer d'aller jusqu'à 23 degrés, pour en fait baisser le niveau énergétique. Et c'est en fait un des rares leviers qu'on a en tant qu'opérateur de data center, c'est essayer d'optimiser notre consommation. Mais une fois que c'est fait, il faut également mettre en place des moyens de communication avec tout l'écosystème, que ce soit les intégrateurs ou les clients finaux, pour aller chercher une optimisation de température, d'hygrométrie et également une optimisation de matériel énergétique. Les constructeurs ont fait de gros efforts ces 5-10 dernières années pour essayer d'optimiser un peu tout ce qui était alimentation électrique. Néanmoins, il y a toujours la question qui se pose avec les clients de dire est-ce que ça vaut vraiment le coup en termes d'impact de changer tout le matériel pour aller chercher quelque chose de plus efficient à un moment donné, ou alors de conserver et d'optimiser la durée de vie du matériel, puisque en fonction des générations, le gain n'est pas forcément valable pour aller rechanger le matériel tous les 3-4 ans en permanence. Surtout si la phase de fabrication concentre 80% des impacts environnementaux d'un équipement informatique. Et la phase de recyclage, qui malheureusement n'est pas encore assez mise en œuvre, que ce soit en France, mais sur la partie européenne, puisque tous ces D3E peuvent quand même être encore bien mieux optimisés que sous les cas actuels. Attention, on a un expert à côté du D3E. À condition de le confier à votre finale. Exactement. Bien joué. Merci beaucoup Sébastien. Alors à l'AGIT, on produit des livres blancs qui sont accessibles à tous, qui sont coproduits par les acteurs du terrain. Et je trouve que d'ailleurs historiquement à l'AGIT, depuis 10 ans, il y a une forte représentation des acteurs du data center, de la conception aux fournisseurs d'énergie, aux hébergeurs. On a la chance d'avoir Georges en tant que pilote du groupe de travail sur le data center, qui va, on va avoir un livre blanc qui va sortir très très prochainement. Et est-ce que tu peux nous dévoiler en avant-première les principales conclusions, les principaux points importants de ce livre blanc? Oui, effectivement, avant de dévoiler les enseignements qu'on peut tirer de ce livre blanc, donc déjà remercier l'AGIT pour avoir créé ce cadre de réflexion pour permettre aux acteurs de la filière data center de réfléchir sur les axes d'amélioration continue. Comme Sébastien l'a dit, c'est une vision d'amélioration continue et de manière ponctuelle. Donc ce groupe de travail là, il a regroupé plus d'une vingtaine d'entreprises de la filière du data center, donc des hébergeurs, des secteurs d'énergie, des exploitants des data centers et des groupes de ceux qui développent des solutions pour piloter tout ça. Donc on a effectivement un panel assez représentatif de parties prenantes. Et l'un des points forts aussi de ce groupe de travail, c'est qu'on intègre aussi la communauté scientifique. Donc les organismes de recherche à l'échelle de la France qui s'intéressent au sujet du data center. Donc c'est vraiment un groupe qui est assez représentatif de tout ce qui se fait de bien dans la filière data center. Donc, pour revenir aux principales conclusions ou des travaux qu'on a menés dans le groupe de travail, donc la première conclusion, c'est ce que tu as dit, c'est que les data centers existent parce qu'on a besoin de numérisation des territoires, de digitalisation. Donc les data centers, ils n'existent pas pour exister, ils existent pour un objectif précis. Et le deuxième point, c'est que les data centers ont également des impacts environnementaux. Ça, c'est clair, puisque tout ce qui a trait au numérique, le numérique c'est virtuel, mais il se base sur les data centers qui sont l'épine dorsale du numérique et qui a aussi un impact environnemental. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les data centers ne sont pas les parties les plus influentes sur les impacts environnementaux. Donc, on a fait une étude dernièrement qui est sortie en janvier 2022 avec la DEMARCEP qui nous dit que les impacts environnementaux du data center s'élèvent entre 4 et 22% des indicateurs environnementaux. Et si on prend l'indicateur spécifique du CO2, on est à 16%, donc toute la chaîne du numérique.
Donc les data centers ne sont pas les plus gros pollueurs, mais il existe en tout cas pour des besoins de nous tous, donc la digitalisation des territoires. Et ce qu'on met aussi en avant dans ce livre blanc, c'est en fait toutes les innovations, aussi bien industrielles comme ce que la génération que propose Georgie et GADF. Donc on met en avant tous les efforts de la filière pour encore baisser l'empreinte carbone, l'empreinte énergétique des data centers. Donc cela passe par des projets d'innovation avec la communauté scientifique. Donc on a une dizaine de projets de recherche et de développement qui traitent de la réduction des impacts environnementaux énergétiques des data centers. Donc ces livres-là permettent aussi de montrer tout ce qui se fait en termes de bonnes pratiques d'amélioration, donc notamment le free cooling, donc l'utilisation de l'air ambiant pour climatiser les data centers. Donc en tout cas, c'est toute la couche, tout le cycle des data centers, donc la partie amont de réflexion et de conception technique jusqu'à l'exploitation et la maintenance des data centers. Le deuxième point qu'on peut encore mentionner comme élément clé des groupes de travail ou des réflexions qu'on a menées, c'est que le data center, il a aussi un vecteur de croissance des territoires. Parce que le data center contribue à réduire la fracture numérique des territoires, donc en permettant de fournir des services numériques de qualité pour soutenir la croissance du pays. Et le deuxième point, c'est que les data centers aussi sont vecteurs d'emploi, parce que tout projet de data center implique un certain nombre de parties prenantes. Donc, ce qui fait que ces projets de data center génèrent en fait un vivier d'emploi non négligeable. Donc, c'est pour dire que les data centers ont des externalités positives par rapport à ce point-là. Et aussi, la filière s'est engagée à l'horizon 2025 d'avoir au moins 80% d'énergie renouvelable dans le parc. Et donc, tout ça peut montrer que finalement, les data centers, comme l'intitulé de notre atelier le dit, les data centers sont en quelques mesures l'un des piliers de la transition ou en tout cas de la transition digitale, de la transition numérique. Donc, est-ce qu'on veut montrer au travers de ce livre, au travers des projets qui ont été menés, des expériences qui ont été menées par l'ensemble des acteurs du travail, donc de montrer dans quel sens que les data centers peuvent contribuer à cette politique de décarbonation globale enclenchée à l'échelle de la France. Merci Georges. Il me reste plus beaucoup de temps. Juste parce que tu as sûrement donné envie à tout le monde, quand est-ce qu'il va sortir à peu près la piège ça? Le livre va sortir d'ici la première quinzaine de décembre. D'accord. Et donc il sera en libre accès pour tout le monde sur le site de la Ligue. Peut-être juste avant de conclure, si quelqu'un peut peut-être prendre une ou deux questions au maximum, parce que sinon on n'a pas. Choisir. Merci beaucoup, Nicolas. Philippe et Nicolas. J'avais une petite question pour M. Guignard sur le biométhane. D'après ce que j'ai compris sur Wikipédia, le biométhane, c'est un gaz pauvre en énergie, qui est un mélange de méthane à 50% à peu près de méthane et de CO2. Donc de ce que je comprends, à la consommation, ça produit 2 fois plus de CO2 que le gaz naturel. Donc pour que ce soit rentable d'un point de vue impact environnemental, il faut qu'il y ait de la captation de carbone à la production. Or, si on utilise des déchets organiques, il n'y a pas de captation de carbone à la production. Donc, du coup, comment c'est rentable en fait, vous avez utilisé des éléments qui sont sur Internet. Bon, vous avez fait fonctionner le numérique. Voilà. Donc, pour revenir au biométhane, le biométhane, il a l'avantage de capter tous les déchets qui, quoi qu'il en est, se seraient dégradés dans la nature et auraient émis du CO2 naturellement en quantité non captée. Et il faut savoir que quand on parle de biométhane, quand on parle de méthanisation agricole notamment, c'est la première génération, parce qu'il y a 3 générations de biométhane qui sont en train de s'instruire dans notre paysage énergétique. La méthanisation agricole est une méthanisation qui se neutralise par le biais de l'activité agricole. Autrement dit, les déchets d'agriculture, pendant la phase de vie de la culture, a neutralisé une partie du CO2 qu'elle a pu capter dans sa croissance. Et le fait de la réutiliser dans sa période de déchets
nous permet de quasiment la ramener à un niveau zéro d'émission de CO2 par ce bilan, par son traitement. Et ce qu'on peut même dire, c'est qu'on va plus loin, parce que quand on capte ce déchet pour en faire une énergie recyclée, réintégrée dans le réseau, on va utiliser le déchet solide de la méthanisation pour la réutiliser aussi comme engrais naturel dans les exploitations agricoles. Autrement dit, on peut même se passer d'engrais chimiques qui eux-mêmes mobilisent beaucoup d'énergie, beaucoup de pollution. Donc il y a un autre effet positif à la méthanisation agricole. Donc il y a son captage durant sa vie et son traitement, et puis l'avantage de pouvoir créer un engrais naturel dans un contexte où les engrais chimiques sont de plus en plus rares et sont comme par hasard fabriqués dans des pays où il y a des soucis géopolitiques. Voilà. Et puis les deux autres générations rapidement, on a la biogasification. On va pouvoir aussi traiter des bois qui pourrissent, au lieu de les laisser pourrir, on va les traiter, on va les chauffer, on va produire de l'hydrogène. Et ça, je peux vous passer le message, mais l'intérêt aussi de cette méthanisation, c'est qu'elle offre une transition avec l'hydrogène. Donc on a une réversibilité possible de solutions d'installation par ce biais-là. D'ailleurs, dans le monde des data centers, beaucoup d'acteurs s'intéressent à l'hydrogène actuellement, qui est une énergie décarbonée. Donc voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'exécuteurs, et l'énergie verte électrique qui est produite, comme on ne sait pas la stocker, on peut la transformer en gaz air aussi, par le biais d'électrolyse. On peut récupérer l'hydrogène de l'eau, le formater avec du CO2, créer du CH4 de synthèse. Donc vous voyez qu'on a 3 générations possibles, parce qu'on sait stocker du gaz, on ne sait pas stocker de l'électricité. Donc je vous dis, hein, l'équilibre de tout ça, c'est les deux infrastructures, l'électricité et le gaz. Merci José. Peut-être une toute dernière question. Si vous avez déjà levé la main. Bonjour, merci à tous pour votre intervention. Ma question elle était double. Combien de temps globalement un data center peut tenir s'il est coupé du réseau? Et la deuxième, vous avez parlé tout à l'heure de data center qui était connecté à des réseaux de chauffage de ville. Est-ce qu'on a un pourcentage de data center qui serait connecté à des réseaux? Alors, pour l'autonomie, déjà, ça varie globalement sur des sites, mais actuellement, pour l'hiver 2022, quasiment toute la filière s'est préparée pour tenir entre 5 et 7 jours. Comme on a tous nos groupes, de toute façon, tout le reste de l'année, déjà avec le cuve pleine également, puisqu'on doit pouvoir démarrer n'importe quand. Nous, pour notre temps, on est sur une semaine. Même si je ne pense pas qu'on aura à s'en servir autant de temps, ou alors c'est vraiment qu'on a un énorme problème en France. Et du coup, peut-être qu'il y aura moins de numérique à gérer. Pour votre deuxième question, je ne peux pas vous donner un autre pourcentage. En fait, ce qui est important, c'est qu'actuellement, dans l'implantation de data center, il y a, en tout cas, c'est sur la phase de projet, il y a des discussions à mener avec les différentes métropoles pour voir avec eux, dans les zones où vont être implantés les sites, pour que ça ait du sens, il faut que la zone soit réfléchie sur le fait de pouvoir réutiliser de l'énergie. Ça n'a pas tellement été la philosophie ces 20 dernières années. Néanmoins, dans les nouveaux projets, je peux vous dire que nous, on a commencé le projet autour de 2016, c'était déjà les questions qui étaient posées. Tout simplement, on n'y est pas encore accordé, parce que l'échangeur d'entrée est autour de 50 degrés. Et actuellement, on ne génère pas assez de chaleur pour que ça ait un intérêt. Et si on met un échangeur thermique, tout bien fait de renvoyer la chaleur autour de 26-28 degrés, ça serait totalement perdu. Ça n'aurait plus de sens de le faire. Mais néanmoins, c'est vital qu'il y ait dans les phases de conception vraiment des échanges avec les élus pour tout simplement faciliter l'intégration de tous ces data centers, que ce soit des hyperscalers, mais également des data centers de proximité dans les métropoles en France, pour éviter de tout concentrer sur Paris ou Marseille, comme on l'a fait pendant un long moment. Si je peux peut-être compléter un petit point sur le chauffage pour très rapidement poser vers l'heure, c'est que ça a l'air d'être un truc génial et super simple. On se dit on produit de la chaleur, il n'y a qu'à les récupérer. Ça, sur le papier, c'est super. Sauf que le timing n'est pas le même, et tu l'as dit quand tu parlais des élus, et je connais bien quelques gros élus, qui disent moi je veux bien donner ma chaleur, mais il faut que je me branche quelque part. Et le timing des élus, c'est quelques années, le temps de faire un plan à l'échelle du territoire, et les constructeurs de data center disent moi, mon data center, il est prêt dans 18 mois, donc je vous la donne, mais venez la prendre. Quoi. Et l'échelle de temps, voilà. Donc pourquoi je dis ça? Juste pour dire que le sujet, c'est pas juste de dire, messieurs
Les data centers, vous n'avez qu'à récupérant votre chaleur totale pour qu'il y ait quelqu'un qui se branche à vous. Voilà. Écoutez, merci peut-être parce que je raconte mon histoire. Merci à tout le monde. De toute façon, il y a un petit buffet après, donc s'il y a des questions complémentaires, vous pourrez les poser. Voilà, on a prévu notre buffet vers midi 30, midi 45 avec le retard qu'on va prendre. Donc on aura largement le temps d'échanger et de pouvoir intervenir. Donc si comme moi vous les avez trouvés excellents ou juste acceptables, n'hésitez pas à aller.